Ah, ça vient pas. Putain, il est lent le démarrage. Voilà. Salut à vous, bande de petits tentacules. Nous accueillons aujourd'hui Stéphane Gallet, alias, auteur de Tigre Volant. Et puis, bah, il a pas fait que ça dans la vie, mais il va vous en parler lui-même. Et puis, donc, bah, bonjour, alias. Salut! Et puis voilà, on va commencer directement dans le vif du sujet par le Kikité. Donc, Kikité. Ah bah, j'allais dire, je suis un vieux geek, mais en fait, tu as déjà pris le créneau. Donc, Alors, Belle Stéphane déposée. Gallet, nom de plume alias depuis pas mal de temps. Je suis franco-suisse, j'habite dans la région de Genève, pas très loin de la frontière française, mais enfin fondamentalement Genève est pas très loin de la frontière française globalement. Euh, je suis graphiste. Je travaille pour une organisation internationale basée à Genève et donc je suis rôliste depuis environ 40 ans, auteur depuis un peu moins mais pas beaucoup et donc je suis auteur de Tigre Volant, mais j'ai aussi pas mal travaillé sur d'autres jeux, sur Nobilis, dont j'ai fait la mise en page, sur Feng Shui en français, j'ai fait des traductions de la première édition. J'ai également travaillé sur le premier jeu lyonnais d'un éditeur suisse. J'ai aussi travaillé plus récemment sur la version Freaksquill, le jeu d'aventure. Je suis un des deux co-auteurs de Freaksquill, le jeu d'aventure. Voilà, en gros et en très résumé, les différentes choses sur lesquelles j'ai travaillé. Et à côté, tu es un sale suppôt de Satan. Ah mais carrément. Oui, mais alors, ce qui est très rigolo, c'est quand on fait d'une certaine manière, bah oui, j'écoute du métal, j'écoute notamment du black metal. D'ailleurs, les gens vont peut-être reconnaître ici le logo de Zillenardor, qui est une variation du saut luciférien, un groupe de métal, donc Zillenardor, groupe de métal suisse, qui a eu Je pense qu'on l'a l'idée pas vu, brillante vas-y, de contretemps. mélanger métal, black metal et gospel, histoire de faire des trucs. Et le truc amusant derrière, c'est que je disais, je travaille pour une organisation internationale, c'est une organisation religieuse. LOL. Il y en a qui cherchent les paradoxes, hein. Donc du coup, question traditionnelle, le jeu de rôle, t'es tombé dedans, quoi, comment, à quelle occasion, quels sont tes premiers amours? Alors, j'ai découvert ça en 82. Un petit peu par hasard, parce que je suis tombé sur jeu et stratégie. C'était le jeu et stratégie. Alors, la plupart des gens ont découvert avec le jeu et stratégie numéro 4 à l'époque. Moi, je suis arrivé un petit peu après. J'ai découvert ça avec le numéro 7. Dans le numéro 7, il parlait déjà de jeux de rôle. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait une boutique de jeux de rôle à Genève. Et non seulement il y avait une boutique de jeux de rôle, mais également il y avait un club. Donc, à partir de grosso modo août 1982, donc ça fait 40 ans que j'ai commencé le jeu de rôle dans un club genevois qui s'appelait le CLIC, Club du loisir intellectuel et créatif. Donc c'était pas encore l'époque où on avait l'habitude de faire des jeux de mots à base d'épées, de massacres et de choses comme ça. C'est venu un peu plus tard. L'autre club de Genève un peu plus tard s'appelait les Chemins de l'Enfer, juste pour poser les trucs. Pas le même, Et alors, mes premières amours, ce que dit comme ça, maintenant, ça fait un peu honteux. On a commencé sur AD&D première édition, donc Advanced Dungeons and Dragons première édition qui venait de sortir à l'époque, qui était encore en version anglaise. Alors, août 82, il n'y avait pas encore officiellement de jeu de rôle en français, hein. Les premières traductions, ils sont arrivées fin 82, début 83. Et le premier jeu vraiment français, c'était l'ultime épreuve, c'était, si mes souvenirs sont bons, 84. Donc là, on était vraiment à fond. Ça fait des merveilles d'ailleurs pour mon anglais. Mais donc au début, AD&D, ensuite quand Mega est sorti en supplément hors série, jeu et stratégie, on a entamé sur Mega. J'ai fait aussi de l'appel de Cthulhu à l'époque. Enfin, un petit peu tous les jeux qui sortaient, c'était pas très compliqué, il n'y avait pas énormément de jeux qui sortaient à l'époque, donc j'en ai quand même fait pas mal. Et puis, ben, dans fin des années 80, début des années 90, j'ai fait une sorte d'overdose de fantasy. J'en ai eu marre de jouer à D&D. En fait, je pense que j'ai fait une crise d'allergie au plateau en Velleda et aux figurines. Donc ça m'a saoulé le fait qu'on fasse plus du jeu tactique que du jeu de rôle, et je suis parti sur autre chose. En fait, j'ai un petit peu abandonné. Ça a correspondu aussi avec la première édition de Tigre Volant, donc, qui est sortie en novembre 1990, 90 pour les Français. c'est ce que j'allais dire, c'est ton œuvre de jeunesse, hein, celui Bah, qui est actuellement disponible chez 2D Sans Face, c'est la troisième édition, c'est si la j'ai bonne troisième mémoire. édition. Moi, je dirais que c'est carrément l'œuvre d'une vie, en fait, on y reviendra plus tard, mais en fait, Tigre Volant, j'ai commencé à avoir des idées sur l'univers bien avant de découvrir le jeu de rôle.
Ça a commencé par les Highlanders ou les Elfettes? Les elfes. Bon, bon, Bien évidemment, ça ne pouvait être que les elfes. Question à la con, tiens, parce que du coup, tu es légèrement plus âgé que moi, j'allais dire sentiment. Tu es plus vieux geek, du coup. ElfQuest, ça a été une de tes sources d'inspiration de Ah, mais BD? complètement. En fait, j'ai découvert ElfQuest quasiment en même temps que j'ai découvert le jeu de rôle. Et là encore, par un biais assez amusant. Alors, je connaissais déjà un petit peu le Seigneur des Anneaux. Je crois, je ne sais même plus si j'avais déjà lu le Seigneur des Anneaux, mais j'avais en tout cas lu le Hobbit. Et puis, il y avait une librairie BD à Genève qui s'appelait La Marge, qui avait un rayon comics. Et en fait, ce rayon comics était à l'étage, et en haut de l'étage, il y avait à l'époque une figurine en carton de Cutter, grandeur nature, donc le personnage principal d'ElfQuest. Dans la première version française, ils l'ont appelé Finlam, mais je crois que dans la nouvelle version des Marseillais du Snorgle, ils ont repris les noms anglais, donc il s'appelle le nouveau Cutter. Et donc, il y avait ce personnage évidemment elfique, et ça a été un petit peu un choc. Et j'ai découvert ElfQuest grâce à ça. Et j'ai été un fan d'ElfQuest, je suis toujours un fan d'ElfQuest, je suis toujours de très près la série. J'ai même rencontré Wendy et Richard Pini une fois à Munich. Ok, bah, je sais pas, raconte si tu en as envie. Non, c'est complètement anecdotique, hein. J'ai appris qu'ils venaient faire une tournée promotionnelle en Allemagne parce qu'ils venaient de sortir la version allemande de la BD, la traduction en allemand de la BD. Et à l'époque, j'avais la possibilité d'avoir des vols pour vraiment pas cher. Mon père travaillait à Swissair, donc on avait des réductions de l'ordre de 80-90% sur les billets d'avion. Donc, genre, ça coûtait 25 balles pour aller à Munich. Voilà, donc j'ai Donc, sauté t'es dans le allé. premier avion le matin, je suis revenu avec le dernier avion le soir, et entre les deux, ben, je suis allé à Munich, j'ai visité Munich et j'ai rencontré Wendy et Richard Pini, les auteurs d'ElfQuest. Et j'ai eu une dédicace. T'as testé le jeu de rôle ElfQuest? Oui, oui, j'y ai joué une ou deux fois, pas souvent, mais j'y ai joué une ou deux fois. Bah, le système, c'est un système bah, assez basique, hein. C'est le même, c'est le basique, c'est plus ou moins ce qu'on appelle le basic system d'une certaine manière. Mais enfin, dans les années 80, c'était le même système qu'il y avait dans l'Appel de Cthulhu, dans RuneQuest, dans tous ces jeux de chez Chaosium. Et en fait, le plus gros problème, c'est quand tu joues à ElfQuest avec des gens qui sont des vétérans de Donjons et Dragons, ils vont tendance, quand ils voient une bestiole, à foncer dans le tas, et ils oublient qu'ils font un vet 20 et qu'ils ont 0,2 points de vie, et donc du coup, ils se font éparpiller face au puzzle. Euh, Ouais, la il joue à première. BD, il joue pas à ElfQuest, quoi. Bah, si tu peux, mais j'entends, si t'as les réflexes de donjoniste moyens tels que tu les avais quand t'as 16 ans et que tu jouais à Donjons et Dragons pour la première fois, bah, ça se termine mal obligatoirement. Voilà. Bon, bah, c'était l'instant BD. Putain, on a beaucoup digressé BD, parce que bon, avant, hop, j'en parle dès maintenant, puis après, comme ça, c'est placé. Empowered, on a découvert qu'on aimait les deux Empowered. Il y a aussi Judge Red derrière, pour ceux qui ont des yeux avisés. Enfin, il y a toute une belle petite collection de BD derrière. Mais voilà, en fait, Alias est lui-même un fan d'Empowered, donc t'en parles, j'en parle. Tu peux y aller, vas-y. Et puis, donc j'ai fait la pub. Empowered, qui est un jeu d'Adam Warren, j'arrive à C'est une prononcer BD. correctement. Pardon? Une C'est pas un BD. jeu. Putain, mais je fais n'importe quoi. Je fais attention de ne pas massacrer le nom, faut que je dise une grosse connerie dans la phrase, quoi. Et donc, Hemp, il y a le début qui avait été traduit chez Dark Horse, machin, Milady, mais maintenant, c'est plus disponible. Et sous découvert que tu as l'impression que c'est un truc un peu cucu dans tous les sens du terme, bah, en fait, c'est une BD qui aborde des sujets sérieux et de manière assez bien faite, tout en ayant tout le temps un côté très humoristique, bien prononcé. Et puis voilà, puis en plus, Adam Warren a. Enfin, à un moment, en fait, donc l'héroïne Hemp, la madame qui est là, elle est plutôt très très bien gaulée. Et en fait, avant que ce soit la mode, l'auteur, il en avait un peu marre de tout le temps dessiner des corps de femmes sublimes dans les mêmes canons de beauté. Et donc, il avait fait un petit communiqué qu'il avait envie, voilà, que ces personnages ressemblent à des vraies femmes. Et donc, du coup, dans les derniers tomes, Hemp, elle est un petit peu plus ronde. Enfin voilà, ça ressemble plus à des corps de femmes normales. Et il avait fait ça bien avant, d'ailleurs, que ce soit la mode ou que ce soit l'air du temps de le faire. Enfin, voilà, il fait partie des précurseurs là-dessus et je voulais le souligner parce qu'Adam Warren, il fait pas de la merde, quoi.
Adam Warren, c'est un auteur en comics que je connais depuis très longtemps, depuis l'époque où il avait fait une adaptation américaine de la série japonaise Dirty Pair, Dan et Danny en français, vous vous souvenez peut-être, et donc il avait repris les deux héroïnes, mais les avait complètement accommodées à sa sauce dans un univers hyper foisonnant, SF, transhumaniste, où en fait il reprend vraiment... C'est quelqu'un qui m'impressionne parce qu'il a le doigt sur le pouls de la pop culture et il est capable d'intégrer des éléments de pop culture et de faire une réflexion dessus, de faire une déconstruction dessus. Et c'est vraiment toujours assez bluffant. Il a fait plusieurs séries. Il a fait Empowered, il a fait Dirty Pair. Il avait fait 2 runs sur Gen 13 qui sont absolument à hurler de rire. Magical Princess Roxy et Grunge the Movie, qui ont été traduits en français d'ailleurs, et qui sont à se pisser dessus de rire, c'est absolument grandiose. Et Avec c'est vraiment... Grunge en petite prince, enfin bon, Hein? non, mais j'allais partir dans mes souvenirs Gen 13, mais oui, ça fait partie des meilleurs runs de Gen 13, ouais, très clairement. Ouais, qui sont des one-shots, mais qui sont absolument, qui sont vraiment bien foufous. Voilà, donc ça fait partie, c'est intéressant d'en parler comme ça parce que Adam Warren fait partie de mes inspirations pour l'univers de Tigre Volant. Pas, alors, lui, il va très très loin dans le côté hyper technologique, c'est complètement fumé, mais il y a derrière des réflexions sociales que je trouve vraiment très intéressantes. Et j'oserais même dire un des traits les plus communs et visibles qu'il y a entre lui et toi, et hop, j'arrive avec mes gros sabots, je pense qu'il me voit venir, c'est la manière de traiter le cul, au sens c'est jamais vulgaire, c'est jamais pornographique, mais voilà, on est sur des personnages qui sont vivants et qui sont adultes, donc ils ont des histoires d'amour, les gens, en fait, ils vivent comme nous, donc ils aiment et voilà, ils ont des partenaires. Et ouais, C'est c'est ça. un thème quand même qui est très... Putain, je ferme ma gueule. C'est un thème qui est présent dans Tigre Volant. C'est un thème qui traverse toute l'œuvre d'Alan Warren, puis qui est très marqué dans Empower. Putain, moi aussi, je sais le dire. Et puis voilà, je ferme ma gueule. Tu sais très bien que tu n'y arriveras pas. J'aurais du mal. C'est vrai. C'est vrai. C'est Puis pas c'est ton faux. émission, hein, tu es quand même là pour ça aussi, donc faut pas rêver. Mais donc, je t'en prie, hein, si tu as... Parce que là, on attend en fait sur... enfin, je trouve un de tes traits, t'es en plus... Je m'en bouffe hein, du jeu de rôle. T'es un des rares auteurs qui ose amener le thème de la sexualité et quand on parle clairement et frontalement, pas en sous-entendu. Et ouais, qu'est-ce que toi, tu as à dire? Je dis l'un des seuls, hein. Pas le seul, on Hmm. va pas faire le sting, mais est-ce que toi, quelle position tu as là-dessus? C'est un truc qui est venu absolument naturellement, t'as pas à y réfléchir ou tu t'es dit, ah, j'en mets pas? Alors, à l'origine, j'ai parlé du fait que Tigre Volant a commencé bien avant que je découvre le jeu de rôle. En fait, c'est plus ou moins je m'étais créé des personnages qui étaient mes alter ego, donc forcément elfiques, et qui étaient grosso modo le réceptacle de mes fantasmes d'adolescent. Donc quelque part, 40 ans plus tard, Tigre Volant, c'est mes fantasmes d'adolescent qui sont montés en graines. Faut pas se le cacher, faut pas se leurrer. On est un petit peu dans ce domaine-là. Après, j'ai quand même, on va en guillemets dire cette sensibilité, c'est-à-dire je vais pas vous balancer mes trucs de cul façon slash fic en jeu de rôle. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus l'intérêt. Il faut quand même que les gens s'y retrouvent. Il faut quand même que il y ait des gens qui comprennent, bah voilà, ça fait partie de l'univers, mais si toi, ça t'intéresse pas, bah tu fais autre chose. Hein. Je veux pas non plus complètement l'imposer. Alors, c'est clair que quand on regarde, quand tu avais fait ta présentation, tu disais tout le monde est gender fluid. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je vais dire une phrase que maintenant va devenir un petit peu un leitmotiv pour Tigre Volant et d'où ces nouvelles versions que maintenant j'appelle Erdorine, du nom de l'univers plus ou moins étendu. C'est plus compliqué que ça. Euh, le fait est que il y a des peuples extraterrestres qui ont des notions au niveau du sexe, au niveau du genre, qui ne sont pas celles des terriens. Parfois, c'est plus ouvert. Bah, la plupart du temps, c'est plus ouvert. Parfois, c'est plus fermé sur d'autres trucs. Mais voilà, c'est différent. Et le fait est, on va peut-être partir directement sur qu'est-ce que c'est Tigre Volant. Tigre Volant, ça raconte comment deux peuples, deux civilisations vont se rencontrer
vont réussir à ne pas complètement se taper sur la gueule. Et 2 siècles après cette rencontre, il va y avoir des interpénétrations au sens propre et au sens figuré du terme qui vont se faire. Et les deux civilisations, ces deux cultures majeures qui sont la civilisation stellaire, celle des elfes pansexuels de l'espace que j'appelle les Eldar, et celle des Terriens, vont commencer à former une culture nouvelle en fait. Non, mais je pensais que tu allais continuer parce qu'en plus, il y a effectivement, il y a un endroit dans le background où ça prend vraiment corps, cette nouvelle culture. On a encore Oui. toute une zone qui est très elfique, une zone qui est très terrienne, et une zone qui commence à être un bon gros gloubi-boulga des deux, même dans le type d'espèce qu'on peut jouer. Alors, un pote à moi, il y a pas mal de temps, Mathias Wisman, qui a pas mal travaillé sur Tigre Volant, avait fait tout un article où il expliquait les bulles et les frontières. Grosso modo, faut voir l'univers d'Erdorin ou Tigre Volant comme étant une série de sphères, donc ça s'appelle la sphère de façon générale, l'espace connu, mais de sphères culturelles qui de temps en temps se touchent. Et généralement, les choses intéressantes, les développements nouveaux vont avoir lieu au moment où ces sphères se touchent, sur les frontières en fait. Parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est du domaine de la sphère culturelle, on est un petit peu dans le statu quo. Après, il va y avoir des pénétrations en profondeur qui vont se faire, des idées nouvelles, mais ça prend très très longtemps. L'autre point qui est assez important dans l'univers de Tigre Volant, c'est que ces deux cultures, deux civilisations majeures, les terriens ont un rythme de vie qui est, en guillemets, rapide, c'est-à-dire qu'une génération chez les terriens, c'est 25-30 ans. Chez les peuples stellaires, c'est plutôt de l'ordre de 300, 400, 500 ans. Donc, on va poser l'hypothèse base, 300 ans, c'est un petit peu l'espace de temps qui s'est déroulé entre le premier contact et le moment où le jeu commence. Pour les civilisations stellaires, ça fait une génération. Et en général, des changements majeurs, il faut une génération pour les accepter. Mais par contre, pour les terriens, ça fait 10 générations, voire plus. Du coup, l'interpénétration de ces cultures a peut-être été plus forte du côté des terriens que du côté des stellaires. Ok. Du coup, je rebondis. Parce que alors, du coup, là, on présente les deux factions principales, sachant qu'il y a plein de sous-factions dans les deux factions, enfin de sous-espèces même, et qu'il y a aussi je voudrais dire, des factions périphériques. Voilà. Oui, et là on parle que des factions culturelles, parce qu'il y a d'autres factions qui transcendent la notion de culture ou de civilisation. Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts politiques, il y a parfois même des intérêts religieux, et tout ça, ça va complètement se mélanger. Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile de parler de l'univers de Tigre Volant, c'est parce qu'en fait, tu as vraiment tous ces éléments. Voilà. Peut-être préciser un détail sur moi, c'est qu'en fait, de formation, je suis historien. Donc j'ai fait mes études universitaires en histoire, j'ai tenté de faire en informatique, ça a été une catastrophe. Il m'a fallu quand même 5 ans pour m'apercevoir que j'étais nul en maths, donc c'est pas terrible pour l'informatique. Du coup, je suis passé en histoire, j'ai fait mes études, j'ai fait un diplôme, c'est plus ou moins l'équivalent d'un master, hein, c'est un bac plus 5 à peu près. Euh, Ça m'a vraiment montré que l'histoire telle qu'on l'étudie à l'université, c'est vraiment, on essaye de prendre les tenants et les aboutissants de plein de trucs, de voir un petit peu comment ça se mélange. Et ça montre qu'il y a vraiment des fois des implications qui sont bien plus complexes que ce qu'on peut imaginer. Je lisais récemment un bouquin je suis en train de lire un bouquin d'un ethnologue, un anthropologue et d'un archéologue qui parle un petit peu des civilisations amérindiennes et tu t'aperçois en fait, tu as l'impression que ces civilisations entre guillemets primitives, généralement tout le monde reste dans son petit coin, puis en fait tu t'aperçois qu'il y a des disséminations d'idées, d'objets sur des centaines de kilomètres et qu'en fait c'était des civilisations où les gens bougeaient beaucoup. Ok. C'est un truc, oui, qu'on ressent. Enfin, qui plus est, du coup, j'arrive sur le deuxième point particulier de Tigre Volant, en sachant qu'on n'a pas du tout suivi le plan, hein. Je devais déjà faire Tigre Volant, le grog, parce que j'ai fait du travail quand même, un petit peu. Je suis allé fouiner un peu ce qu'en disaient les autres, vu que moi j'avais du mal à en parler. Et alors déjà, Tigre Volant sur le grog de mémoire, 9 critiques, 7,5, 2,4. Et effectivement, au niveau du livre de base,
et tout le monde qui souligne bien que tu es assez agréable à lire et qu'il y a des endroits vraiment où c'est une bonne poilade, qu'il y a une grosse construction sociale, que c'est très complexe, et tout le monde est d'accord pour dire que c'est méga ouvert. Alors, ceux qui mettent 5 trouvent ça super cool, ceux qui mettent 4, généralement, c'est ceux qui trouvent c'est méga ouvert, et je suis un peu perdu, ça aurait été bien d'avoir une petite porte d'entrée. Et je pense que c'est le reproche qu'on te fait depuis 20 ans, hein, de toute façon. Oui, mais c'est un reproche que je trouve parfaitement fondé. Alors, j'avais essayé de le rétablir déjà dans la version 3 en proposant comme porte d'entrée Copacabana, mais ça avait été fait de façon peut-être un peu trop soft. Et c'est clairement quelque chose que j'ai envie de corriger pour la prochaine édition du jeu. Ok. Parce que c'est vrai, hein, enfin, je rejoins, je trouve que c'est une richesse du jeu, mais en termes de prise en main, ça augmente la difficulté. Enfin, voilà, quand les gens tentent de parler de Tigre Volant, ils disent bah, on peut tout faire, et puis en face, on dit oui, mais quoi? Mais en Mais fait, voilà, c'est le problème, c'est c'est quand vrai. tu peux tout faire, tu peux rien faire. Ouais. C'est un paradoxe, mais c'est quelque chose qui est connu depuis pas mal de temps. Et oui, faut vraiment, quand tu fais l'effort, quand tu crées un jeu, surtout avec un univers assez complexe, assez fouillé, voire fouillis, avoir une porte d'entrée qui permette aux joueurs de rentrer dans l'univers et d'avoir des points de contact qui sont. C'est un petit peu le truc, des fois c'est difficile. La science-fiction dit, ouais, la science-fiction c'est difficile à jouer, c'est difficile à rentrer dans les univers, c'est très compliqué, etc. Mais en fait, tu peux quand même assez facilement ménager des points d'entrée parce que tu vas pas non plus faire une science-fiction dans laquelle les personnages vont directement se retrouver qu'un énorme vaisseau mange-planète et aller pulvériser des civilisations entières. Tu vas Ouais. en général, même dans Star Wars, tu es ton pilote dans ton petit vaisseau, tu es ton Jedi raté dans ton petit village. Tu vois, quand même, tu peux de toute façon partir du microcosme pour arriver vers le macrocosme. Et c'est souvent, je trouve que l'argument de dire que la science-fiction c'est compliqué, alors c'est pas forcément, je dirais, un argument de mauvaise foi, mais que c'est un argument où en fait, on c'est beaucoup plus facile de simplifier un univers Medfan au point de rentrer dans les stéréotypes, dans les archétypes qui sont. Et en fait, si tu fais un univers Medfan qui est vraiment bien fouillé, bah, tu vas avoir exactement les mêmes problèmes que si tu fais de la SF qui est bien fouillé. Oui, c'est ça. Il existe du Metfan Vanilla, les SF Vanilla, ça n'existe pas, quoi. Tu peux, tout à fait, quelque part, tu peux te dire que Star Wars, c'est de la SF vanilla. Si tu prends Star Wars en regardant juste les 3 premiers films, en ignorant totalement tout ce qui est univers étendu, quel que soit le terme, quelle que soit la définition qu'on a de l'univers étendu, tu peux faire des choses assez basiques, hein. Mais voilà, tu vas rester à un niveau assez cliché de la SF. Et puis c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant non plus. Et dans le même temps, peut-être que le problème que moi j'ai eu avec la fantasy il y a 30 ans, c'est que je consommais de la fantasy lambda avec les potes avec lesquels on jouait, on était vraiment sur des trucs qui étaient très clichés. On se faisait des donjons, il n'y avait pas vraiment d'univers très fouillé autour. Et au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. C'est du porte-monstre-trésor vraiment dans la plus pure acceptation du terme, et tu vas pas plus loin. Et c'est tout aussi possible de faire du post-porte-monstre-trésor avec un univers de SF. Je le sais parce que je l'ai fait pendant un certain temps aussi. Sauf que ça s'appelait SAS, base spatiale, artefact technologique, mais c'est exactement la même chose. Oui, c'est le même schéma qui se réimpose. Exactement. Alors, je prends la perche, tu parlais des Jedi ratés. On parle de SF, mais c'est de la SF avec une pointe de magie fantastique, sachant qu'il y a il y a de l'arcane dans Tigre Volant. Alors, une espèce de psionico-magique Jedi. Et rien que ça, toi, déjà, ça le sort un peu des canons spécifiques de la SF. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que ces arcanes, elles viennent pas de nulle part non plus. Un des jeux qui m'a beaucoup inspiré lorsque j'ai créé Tigre Volant à l'origine, c'était Space Opera de FGU. Qui avait des psioniques. Et les psioniques, c'est quand même un des clichés de la SF, en tout cas à partir des années, on va dire 60, 70, 80. T'en trouves, mais vraiment partout. Et
Moi, j'aime bien l'idée, hein. Je veux dire, vraiment, au départ, faut voir que Tigre Volant, j'ai pris un petit peu tous les trucs que j'aimais bien, j'ai mis ça ensemble, et ensuite, j'ai commencé à dire, OK, comment est-ce qu'on peut faire caser? Je vais prendre le gros marteau pour caser les choses et comment les faire rentrer. Et il y a vraiment un côté très itératif dans la construction du jeu. Je veux dire, 40 ans de création de jeu, c'est quand même assez conséquent. Je finis ça, puis je te laisse la parole. Il y a beaucoup de trucs en fait, où je m'aperçois qu'il y avait des choses qui rentraient pas et que j'ai commencé à remanier, et notamment les arcanes. Un des éléments que quand tu parles de SF ou que tu as des psioniques, c'est qu'en fait, tu parles assez rarement de l'impact social que ça peut avoir, l'impact civilisationnel. Qu'est-ce que tu peux faire? Quelle va être la réaction des gens face aux arcanes? Est-ce que ça va être une interdiction? Est-ce que ça va être un contrôle? Est-ce que ça va être une acceptation totale? Et bah, dans l'univers de Tigre Volant, suivant les civilisations, c'est là, enfin, un peu de tout, quoi. L'un ou l'autre. Ah oui, non, mais j'essaie juste de rebondir un moment, parce que je pense on a un problème intergénérationnel. Mais ouais, moi en fait, je pense que je suis venu à la SF et mes clichés de SF fondamentaux, c'est des trucs comme Alien, où toi, il y a un aspect art science et où le psioniste, c'était un peu dans la SF d'avant moi. Toi, tous les C'est bouquins, vrai, justement, années c'est vrai. 70-80, ou que tu peux retrouver dans Valérian, ou que. Toi, Ouais. tout le délire années 70 où il y a du gros psionnisme. Dune. Ou même avant, un des bouquins qui est une grosse inspiration pour moi, c'est En terre étrangère de Heinlein, Stranger in a Strange Land, qui date des années 50 et qui raconte en fait un terrien qui est recueilli par une civilisation extraterrestre. Là, c'est des martiens parce que les 50, hein, mais ça peut être n'importe quoi, c'est pas le sujet. Et en fait, il reçoit une éducation qui est complètement non humaine. Et les éléments qu'il arrive à maîtriser, il maîtrise des trucs au niveau, on appelle ça des psioniques, mais voilà, c'est un truc assez comme ça. Et c'est la question. Et le truc amusant, c'est que lui, quand il arrive sur Terre, il fonde une religion. Bon, au final, il comprend les terriens qu'en fondant une religion et en expliquant les méthodes, les méthodes, les disciplines que lui, il a maîtrisées pour développer les pouvoirs. Et en fait, il y a plein de gens autour de lui qui commencent à développer ces pouvoirs. Ok. J'ai bien noté, je connais pas. En terre étrangère. Ouais. Merci Heinlein, pour c'est ton un des grands noms. introduction. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, En Terre étrangère a été écrit quasiment en même temps, à quelques années de distance de son autre roman super connu, qui est Étoile garde à vous, Starship Troopers, qui en est quasiment le complet opposé, d'une certaine manière. Starship Trooper, bah, je t'avoue, je connais pas le roman, je connais que l'adaptation de Verhoeven en Ouais. film, qui a une boucherie, une tuerie, enfin, je sais pas, voilà. Je connais que le film, c'est. J'adule. Bon, on part dans tous les sens. On reste un peu dans la SF quand même. On reste un peu dans la SF, et si on repart sur Stranger in the Strange Land, alors j'avais assez peu de souvenirs du bouquin. J'ai pas aimé le film parce que j'ai pas compris tout de suite que c'était du deuxième degré. Hein, je suis resté à la surface et j'ai détesté. Par contre, il y a plein d'éléments dans Starship Trooper, le film, au niveau visuel, au niveau social, où la société telle qu'il a décrit pourrait tout à fait ressembler à la société de la Fédération des Hautes-Terres dans l'univers de Tigre Volant. Sauf que la société de la Fédération des Hautes-Terres dans l'univers de Tigre Volant aurait des attachés de presse qui sont beaucoup plus enthousiastes et souriants. Ok. Et bah voilà, on va continuer à revenir sur Tigre volant. Ce que tu disais, oui, sur le côté. Enfin, je pense que c'est vraiment air du temps si tu. Voilà, édition 4, de faire avec une porte d'entrée. D'un autre côté, c'est vraiment aussi une des spécificités Tigre volant. Ce côté. Enfin, univers étendu, par exemple, on n'en a pas parlé. Il n'y a pas de métaplot, il n'y a pas de grande ligne rouge. C'est un peu aussi il n'y a pas de super méchant, démerde-toi, fais comme tu veux. Il y a des MJ qui vont être complètement noyés et il y en a d'autres qui jubilent. Oui, complètement. Mais là encore, voilà, je dirais là encore, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a effectivement une sorte de métaplot, mais fondamentalement, il est dans ma tête et les gens n'ont pas forcément besoin de savoir de quoi il s'agit pour le moment. Ah, moi, je l'ai pas Je vu. suis même pas sûr que j'arriverai à en parler de mon vivant. Faudra prendre une planche Ouija pour essayer de savoir ce que je voulais faire après. Euh,
Mais voilà, c'est pas de rapport. Alors le truc, c'est qu'il faut voir, c'est quand tu fais une porte d'entrée, c'est en quelque sorte, c'est une interface. C'est un petit peu, si tu veux faire une analogie informatique, c'est l'interface utilisateur graphique par rapport à la ligne de commande. À la ligne de commande, quand tu connais ton truc, tu peux faire énormément de choses super facilement que tu peux pas faire avec l'interface graphique ou de façon beaucoup plus complexe. Et l'idée d'avoir une porte d'entrée, c'est pas d'évacuer totalement le reste de l'univers, c'est de dire le reste de l'univers, il est là, il est super complexe, mais on va déjà commencer par se concentrer là-dessus. Et si vous voulez aller ailleurs, il y a des pistes, on peut en discuter. Mais le truc, c'est que si je veux faire un livre de base où je mets toutes les choses que j'ai dans ma tête à propos de cet univers et de faire en sorte que ce soit un petit peu cohérent, c'est pas 320 pages qu'il va faire, c'est plutôt 600 ou 800. Et honnêtement, déjà, les livres de base de 320 pages en A4, je sais que pour la prochaine édition, ça n'aura pas lieu. C'est juste hors de question. On va rester dans un format qui est peut-être beaucoup plus proche que celui de Freak Squill, le jeu d'aventure. Donc un format plus petit qu'A4. Je me souviens plus exactement quelle est la taille, mais voilà. Avec un nombre de pages autour de 160. Avoir un truc qui est beaucoup plus gérable au niveau de la lecture. Et puis d'avoir à côté des entre guillemets, des splatbooks d'une certaine façon, mais des livres univers dans lesquels on va dire, voilà, dans le livre de base, vous avez l'explication dans les grandes lignes de à quoi ressemble l'univers d'Erdorin, puisque ça sera le nouveau nom de Tigre Volant. Et maintenant, si vous voulez commencer à jouer, ben dans le premier bouquin, on va parler des mercenaires, pirates, marchands, whatever, qui se baladent dans la Fédération des États de la Frontière, qui est donc, comme son nom l'indique, une nation stellaire qui se trouve à la frontière entre deux blocs majeurs de l'univers, et qui est extrêmement bordélique, où effectivement bah, tout le monde, enfin tous les gens qui font du commerce spatial sont soit marchands, soit pirates, soit mercenaires, ou parfois tout ensemble. Ça dépend des jours. Et ouais, non, mais j'avais juste une idée à la con, parce que c'est pas moi l'auteur, mais c'est vrai qu'avoir des portes entrées par scénario, ça pourrait être bien sympa aussi. Comme ça, on garde vraiment cet aspect, l'univers est super fouillé, et quelque part, c'est pas, parce qu'on dit il va dans tous les sens, mais c'est faux, il a aussi une grande cohérence. Il est étendu, mais il est cohérent. Il est Il lié, quoi. essaye en tout cas. C'est pas du what the fuck. Oui, non, c'est clair. C'est ce que je voulais dire aussi en parlant de mes études d'histoire, c'est qu'aussi l'idée, j'y arrive pas, peut-être pas toujours, il y a peut-être quand même des trous à travers lesquels on peut faire passer des Battlestars, mais il y a quand même un souhait d'avoir un univers qui soit effectivement cohérent, ou par exemple, pas avoir une idée d'avoir une planète, d'avoir la Terre qui fait 10 milliards d'habitants, il y a une colonisation, et soudainement, il y a toujours 10 milliards d'habitants sur Terre, mais il y en a 5 milliards dans les colonies. Ils viennent d'où ces 5 milliards-là? Je veux dire, donc j'ai quand même fait à un moment donné des calculs de démographie en me basant sur des modèles historiques, en me disant combien de personnes peuvent partir de Terre, qu'est-ce que ça aura comme impact sur la population, et quel que ça sera comme impact sur la population des planètes qui vont peupler à 150 ans plus tard. Mais ça se sent, hein. Enfin, toi, je l'ai retrouvé dans les 9 critiques du GROG. Je me joins à eux. Donc, toi, quand même, sur 10 personnes qui ouvrent leur gueule sur Tigre Volant, on est 10 à trouver que la cohérence se sent vachement. Alors que toi, le premier goût que tu as quand on commence à lire, c'est bon, on est dans un jeu déconne. On ne s'attend pas à avoir une telle cohérence pour. En plus, toi, ton style d'écriture, il fait passer ce côté jeu déconne. Alors qu'au final, c'est loin d'être. Enfin, c'est pas Toons du tout. Non, C'est pas un complètement. jeu Non, déconne c'est du pas tout. du tout. Il y a un décalage. Et je pense que c'est vraiment le style d'humour que j'aime le mieux, c'est l'humour décalé, où tu as un contexte qui est sérieux et dedans, il se passe des trucs cons. Mais le truc, c'est que si tu regardes dans la vie de tous les jours, ça arrive assez souvent, hein, en fait. Oui, c'est assez réaliste au final. Mais voilà, je clôt là-dessus, après je te fous la paix. Mais je pense que avoir des portes d'entrée faites par petits scénars, ça pourrait être une bonne chose. Ouais, c'est intéressant. Je dirais que le danger, c'est que si tu veux aller assez profondément, tes petits scénars vont finir par pas être des petits scénars. Euh, Il y a un danger là-dessus. Mais
J'entends bien, mon idée c'est vraiment ça, c'est d'avoir dans les suppléments officiels entre guillemets d'Erdorin quand le jeu sera publié, qui devrait être dans, je sais pas, mais longtemps, pas tout de suite en tout cas, d'avoir des livres, des portes d'entrée où par exemple, bah voilà, donc les marchands dans la frontière, ça sera le premier. Dans le deuxième, ça pourrait être les flics à Copacabana avec son starport. Le troisième, ça pourrait être les étudiants de l'université multiculturelle d'Ardania. Il y a vraiment pas mal le Fantir, la planète centrale dans laquelle il y a cette espèce d'ONU galactique pour être aussi tout à fait une porte d'entrée assez intéressante. Je t'avoue que j'allais venir te casser les pieds là-dessus, justement, sur le côté diplomatie, toi, un peu la Babylone 5. Oui, complètement. Là encore, Babylon 5. Alors, je peux pas dire que c'est une influence majeure de Tigre Volant au début, parce que donc j'ai commencé à bosser sur Tigre Volant, on va dire, dans les années 80, et Babylon 5 est sorti en 95. Mais Babylon 5, pour moi, c'est vraiment une des références majeures que je montrerai pour imaginer à quoi ressemble l'univers de Tigre Volant. On est assez dans dans ce genre de truc. Il y Ok. a des, il y a des, il y a des sorties dans Babylon 5 qui je trouve absolument brillantes. L'idée d'avoir le personnage Narn, Gekar, qui contre son gré devient une sorte de prophète dans son propre pays, c'est à mourir de rire. Le livre sacré qui est recopié, y compris les taches de café qu'a laissé le chef de la sécurité quand il l'a lu, enfin, c'est assez grandiose aussi. Et Et je trouve un des trucs qui était super intéressant dans Babylon 5, je reviens peut-être là-dessus, et ça me touche un petit peu aussi au niveau professionnel, on va dire d'une certaine manière, c'est que c'est un des premiers trucs de science-fiction, films de science-fiction, enfin série de science-fiction, qui montrait des éléments religieux de façon assez positive et avec toute la complexité que ça peut avoir. Avec notamment la blague quand ils font la fête religieuse à bord de Babylon 5 où les Narns ont leur propre rituel religieux, les Centauri ont leur propre rituel religieux, les Minbari ont leur propre rituel religieux et les Terriens, ils en ont juste 150. Et la dernière scène, présente tous les différents délégués religieux qui sont présents sur la station. Il y en a 20, quoi. C'est assez fou. J'ai trouvé ça assez intéressant, justement, aussi, ce genre de truc. mais du coup, enfin, ça me faisait penser aux archétypes qu'on a dans beaucoup de jeux, justement en Medfan, où tu as voilà, la religion elfe, la religion naine, et puis alors tu arrives sur les humains. Ouais, Bah, c'est ça, c'est ça. alors du coup, pour rester, parce qu'attention, on a fait un plan, hein. Après, je l'embête avec les suppléments, et après, je l'embête avec les ressources web. Je te rappelle que généralement, la première victime du plan sur un champ de bataille, c'est le plan. J'ai peut-être des années de pratique, j'essaye de... Hop, un petit peu. Mais par exemple, ouais, alors qu'en plus, tu es graphiste, je trouve des trucs qui est difficile aussi, c'est de s'imaginer l'univers, mais en termes de géographie. Et ça, Oui. c'est, toi, si j'ai un reproche perso à mettre à Tigre Volant, le livre de base, c'est putain, mon Dieu, pourquoi il n'y a pas une immense carte que j'arrive à m'y retrouver? Alors, il y en a une. Mais pas dans le livre de base. Si. Elle n'est Putain. pas immense, elle fait une demi-page. C'est Oui, quand même voilà. assez conséquent. Et le problème, c'est que j'allais pas prendre une double page pour mettre ça. Surtout qu'en plus, le problème de la double page, c'est que tu te retrouves avec les trucs qui sont au centre dans la pliure du bouquin. Graphiquement, c'est un peu problématique. Cela dit, si mes souvenirs sont bons, cette carte, elle est disponible en PDF sur le site. Et comme c'était du vectoriel, si tu veux l'imprimer en A0, tu peux y aller, amuse-toi bien. Mais le problème, alors là, on rentre dans une question qui est comment on fait des représentations en 3D de l'espace. Moi, j'ai toujours été assez frustré par les représentations de l'espace dans les jeux de SF où généralement c'est tout en 2D, puis tu as des espèces de blobs de couleurs qui représentent les. Et en fait, ça superpose pas, alors que tu pourrais tout à fait en avoir des qui sont dans des azimuts, enfin, dans des niveaux différents, et puis qui superpose un chouïa. Et moi, quand j'ai fait cette carte-là, alors il faut quand même savoir, cette carte a un petit peu une histoire, c'est que je l'ai faite avec l'aide encore de Mathias Wiesmann. Mathias en avait fait une carte, une vraie carte en 3D qui était une app Java à l'époque. Là, on parle des années 90. Et les données, les coordonnées des différents systèmes stellaires, je les ai rentrées donc en années-lumière, les coordonnées X, Y, Z, et j'avais fait un programme en AppleScript, pour dire si ça date,
qui les plottait sur un fichier Illustrator. Donc je faisais mes modifications sur la base de données, enfin sur le fichier texte dans lequel il y avait les différentes coordonnées des planètes. Je lançais mon script et ça me faisait la carte sur Illustrator avec par nation stellaire un symbole d'une couleur différente, etc., etc. Donc j'avais quand même fait pas mal d'efforts là-dessus. Et c'est vrai que le souci, c'est que une carte comme ça, la faire en 2D, en l'imprimer en plus sur un livre dont l'intérieur était en noir-blanc, ça rend moins bien. Je suis d'accord. Mais alors. Là, on rentre dans un autre problème, c'est que personnellement, les cartes, j'en suis revenu aussi. Et ça, c'est un truc qui est un petit peu personnel à moi. Comme je disais, j'avais développé une allergie au Valletta quand j'ai arrêté de jouer à Donjons et Dragons. Et en fait, un des jeux qui m'a peut-être pas mal marqué là-dessus, c'est Feng Shui. Donc j'ai mentionné que j'avais traduit les trucs, mais en fait j'ai beaucoup joué à ce jeu-là. Ça a été vraiment pendant longtemps un de mes jeux préférés. Avec mon équipe dite du Tigre Volant Canal Historique, on y jouait assez souvent. Et un des trucs que je trouvais super rafraîchissant, c'était que Feng Shui explique directement: vous ne faites pas un plan des lieux. C'est pas la peine. On fait du truc de kung-fu Fast and Furious. Vous partez du principe, c'est vous, en tant que meneur de jeu, qui allez décider: oui, non, c'est logique, tu traverses la scène en t'accrochant à un lustre, pas de problème, t'es dans tel endroit, t'es dans un bar, donc oui, c'est logique que tu trouves des bouteilles sur les tables, mais non, tu vas peut-être pas trouver un blaster lourd dans un coin, enfin bon, tu vois, ce genre de truc. Mais, et je trouve que c'est une approche qui est assez rafraîchissante. Ça sort un petit peu, effectivement, des canons du jeu de rôle, où le plan est un petit peu une figure de style incontournable. Je dis pas qu'il n'y aura pas de plan dans la prochaine édition de Tigre Volant, mais c'est pas quelque chose auquel moi j'accorde une énorme importance pour toutes ces raisons. Pour cette raison que je joue sans depuis très longtemps. La représentation en 2D d'un truc en 3D, c'est pas facile du tout, surtout un truc de SF. Et puis en plus, si tu as un système de communication hyperspatiale, t'es pas non plus obligé que tes planètes elles soient toutes dans le même coin. C'était juste pour être un petit super perfectionniste. Donc les plans, ah putain, je suis en train de perdre là, voilà. Les plans des territoires, on en a, les plus importants. Hop, voilà. Chez les méchants presque nazis, et puis El Amigos del Copacabana. Ouais. Et donc la carte d'où on est en train de parler de 5 minutes, elle est ici. Voilà, quand effectivement je suis un casse-couille, quand on voudrait une immense là, avec, je te rejoins, les cartes en 2D, c'est absolument pas suffisant pour les livres de SF. Moi, je vote pour les cartes en 3, tu sais, où tu as vraiment à chaque fois, chaque vecteur Y, X, Z, et comme ça, tu te repères très bien. Même si, d'accord, avec des téléportations spatiales, ça n'a peut-être aucun sens. Mais c'est peut-être moi qui bloque là-dessus. Si tu regardes sur la carte, c'est une projection en 2D de la carte en 3D, et tu as à côté des différents systèmes stellaires la référence dans le plan Z, donc en hauteur de là où sont les planètes. Ouais. Et ça m'a servi ensuite d'ailleurs à faire quelques pages. Ouais, je pense que là ton autofocus il te dit non. Tu pourras peut-être prendre une photo puis l'intégrer au montage, mais là pour l'instant ça va. Tu crois que je sais faire ça? Mais tu crois que je sais faire ça? C'est facile. Ouais, c'est toi qui a des bases d'informatique. Je vais t'envoyer le fichier. Ouais. Oh, si tu veux que je te fasse du montage en Premiere Pro, il n'y a pas de problème. Hein. C'est un petit peu mon boulot aussi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un truc qui m'avait servi aussi. Quelques pages plus loin, il y a un tableau avec les différentes distances entre les systèmes stellaires majeurs, on va dire. Et voilà, ça c'était aussi un truc qui a été calculé sur la base de ces coordonnées planétaires. Non mais voilà, moi c'est juste, je faisais ma fixette sur les plans, voilà, je faisais ma fixette sur les plans comme un gros chien. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu as envie d'aborder? Parce que moi sinon j'embraye sur les arcanes, toi. C'est toi qui conduis. Oh non, c'est vraiment c'est l'émission des invités. Mais donc oui, on peut voir les arcanes, on peut voir aussi toutes les sous-espèces humaines. Parce que c'est pareil, là, on dit ouais, il y a une culture humaine, c'est pas représentatif de tous les sous-embranchements et les types d'humains qu'on peut jouer. On peut jouer quand même pas mal de trucs.
Oui, en termes d'humains. alors il y en a un certain nombre. On va dire que de façon générale, il y a des vrais mutants et des faux mutants. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop utiliser le mot race parce que bah, c'est quand même très connoté. Donc j'utilise plutôt le mot peuple, mais c'est fondamentalement ça veut dire un petit peu le même genre de truc, le peuple, l'espèce, voilà. Alors, il y a l'humain normal. Il y a des alphans qui sont des humains qui sont plus sensibles aux pouvoirs mentaux, aux arcanes, donc ils sont plus susceptibles d'en développer. Ils sont considérés comme mutants, mais c'est peut-être pas exactement ça. Il y a les Rowan qui sont aussi considérés comme des mutants, mais comme c'est des humains avec une tête de chien, m'expliquer comment il y a une mutation qui arrive comme ça, un petit peu comme ça spontanément dans la nature, c'est probablement des créations d'un généticien fou. Et il semblerait que donc pendant la Troisième Guerre mondiale et un petit peu après, il y a eu une certaine quantité de généticiens fous qui ont fait des bêtises, puisqu'une autre sous-espèce humaine, on va dire, c'est la fédération, c'est la Highlander, la Fédération des Hautes-Terres, qui a formé son propre humain homo supérieur d'une certaine façon. Et ils sont plus grands, plus forts, plus résistants. C'est un Certains peuple de Schwarzenegger. Ouais, un petit peu, mais en beaucoup plus blond et en beaucoup plus basané. Et voilà. Non, mais voilà. Et bah, du coup, c'est bien, c'est toi qui as fait le panel. On n'a même pas parlé des hommes lézards, que je vais massacrer le nom. C'est les Siani, oui. C'est Alors, le truc qui est rigolo avec chez moi, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas tant de nom, c'est les déclinaisons. Hein, par exemple, si tu parles des Eldar, au singulier, c'est Eldar, au féminin, c'est Elwen, et au féminin pluriel, c'est Elwyn. Le langage, c'est l'Eldarine. Enfin, bref. Donc, pour les Sian, bah, effectivement, alors les Sian, eux, c'est vraiment un peuple extraterrestre non humain par excellence. Ils ont leur propre planète, ils ont leur propre civilisation. C'est un peuple qui a plusieurs particularités si on les regarde d'un point de vue humain. Alors la première, c'est que leurs yeux ne voient pas les couleurs. Ils voient des nuances de gris, mais ils ne voient pas les couleurs. Et de temps en temps, ça fait qu'ils s'habillent de façon extrêmement peu coordonnée. Ça pique les yeux. On a l'impression de regarder un clip de Synthwave. Ça, c'est vraiment assez brutal. Et puis, l'autre particularité, c'est que culturellement, ils détestent la symétrie. Ce qui devient particulièrement taquin quand on sait que c'est un peuple qui est principalement connu pour être un peuple marchand. Du coup, comment faire un accord équitable avec un peuple qui n'aime pas la symétrie? C'est là où les choses commencent à devenir amusantes. Et les Siani ont effectivement une, entre guillemets, sous-espèce aussi, qui sont en fait des accidents génétiques. Les Siani étant des lézards, ils ont un système génétique qui rend plus facile à cloner. Donc ils utilisent assez souvent, quand ils ont les moyens, de clonage pour prolonger leur vie. Sauf qu'il y a des accidents génétiques qui font que soudainement, de très grands, très massifs, ils deviennent petits rabougris et extrêmement aussi passablement maniaque. Et généralement, les bureaucraties CIAN sont remplies de ces snivels parce qu'ils sont très très pointilleux, ils sont extrêmement chiants aussi, mais on peut être sûr que les livres sont bien tenus. c'est comme des Suisses. Oui, Je mais l'ai pire, dit. mais pire. Et moi je m'en D'ailleurs, fous, je suis oui, genevois. bisous, Hein. copain suisse. Voilà. Coucou Moi je m'en fous, Vincent. je suis genevois. Hein. On sait très bien qu'on est un Zonterfall, on est un cas particulier. On n'est pas vraiment suisse en fait. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, parce qu'effectivement, que c'était des vrais extraterrestres. On n'a pas abordé ce point. L'origine commune des espèces. Voilà. C'est le point principal, en fait, c'est que la plupart des espèces qu'on dit stellaires et les terriens ont une origine commune. Tous viennent de la Terre, que ce soit les Eldar, les Atlani, les Karlan, on n'est pas sûr, mais il y a quand même des gros gros doutes là-dessus. Parce que c'est quand même des espèces qui sont compatibles génétiquement entre elles. Donc il y a un truc qui s'est passé à un moment donné. On ne sait pas exactement quoi, mais il y a un truc. Et en fait, ce qui s'est passé dans l'univers de Tigre Volant, c'est que il y a 12 000 ans avant, 15 000 ans avant que commence l'histoire, il y a eu une civilisation qui est un petit peu, c'est un petit peu l'équivalent du Seigneur des Anneaux qui s'est déroulé sur Terre. Il y a un épisode cataclysmique qui arrive à un moment donné, qui cause des glaciations et qui cause ce qu'on appelle l'exil, qui est que en fait les peuples, la plupart de ce qui va devenir les peuples stellaires quittent la Terre.
Là encore, on ne sait pas exactement comment, parce que l'autre particularité assez amusante des peuples stellaires, c'est qu'ils n'ont pas d'histoire dans le sens où les terriens connaissent ça. C'est-à-dire ils n'ont pas des historiens qui vont se baser sur des faits précis et essayer de reconstituer les événements. Ils ont un truc qu'ils appellent la légende, qui est en fait de la fanfic. Hein. Ils vont te narrer des trucs qui sont passés il y a 5000 ans. C'est peut-être basé sur c'est un petit peu comme les séries que tu vois actuellement ou les films que tu vois. C'est basé sur des faits réels, mais très vaguement. Hein. Des fois, c'est vraiment très vaporeux la base en question. Et du coup, ce qui s'est passé, comment est-ce que ces peuples stellaires ont quitté la Terre et se sont répartis sur 6 planètes, 3 pour les Eldar, 3 pour les Atlani, qui sont grosso modo des semi-elfes, enfin des humains avec une forte généralité, plus ou moins forte généalogie, enfin, génétique eldarine, enfin bref, je perds mes mots aussi. On ne sait pas exactement, on ne sait pas s'ils ont pris un vaisseau, on ne sait pas s'ils ont pris une porte dimensionnelle, on ne sait pas s'ils sont téléportés, voilà, quelque chose s'est passé. Avant, il y avait des Eldar sur Terre, ensuite, il n'y en a plus, et pendant ce temps, la Terre, sous l'impact d'un changement climatique majeur, en fait, régresse au niveau paléolithique. Okay. Mais là encore, c'est plus compliqué que ça. On en saura et ça, plus. Les gens qui ont lu les romans Erdorin, Chronique de l'Arbre-Monde, le savent. Alors ensuite, parce que, sinon on est parti, on peut attaquer les romans si tu veux. Sinon, moi j'allais venir sur la présence d'arcanes qui te semble si naturelle, mais qui fait qu'on n'est pas sur de la hard science du tout. On a un petit côté, il y a des Jedi dans la rue si tu veux. Oui, effectivement. Mais ça fait partie des. Alors, en même temps, si tu veux, il y en a, mais tu vas peut-être pas avoir dans l'univers la même proportion que tu vas avoir dans un groupe de jeu. Soudainement, tu vas te retrouver avec 4 Arcanis sur 6, mais dans la rue, c'est peut-être 1 pour 100 000, quelque chose comme ça. Ou à Copacabana, c'est peut-être 1 sur 10 000. Mais Et encore, le truc, c'est que les arcanes tels que je les définis, c'est un panel de pouvoirs et de capacités et de discipline qui est très très large. Ça va de la pratique du yoga jusqu'à l'ouverture de portes dimensionnelles. Hein. On est vraiment dans un truc très 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 large. Et dans le passé, on a appelé ça de la magie. Mais en fait, c'est des gens qui ont des pouvoirs, qui peuvent effectivement manipuler certaines choses, qui peuvent manipuler les esprits, qui peuvent manipuler leur propre corps, qui peuvent manipuler un peu la matière. Et voilà, donc c'est des pouvoirs qui existent. C'est pas des pouvoirs qui existent de façon extrêmement large, encore qu'il y aurait des choses à dire là-dessus. Mais voilà, les gens qui sont capables de faire péter une planète par la force de leur pensée, il n'y en a pas, en théorie. On n'en a pas encore trouvé. Des gens capables de réécrire la réalité, il n'y en a pas, en théorie. Oui. En théorie. Bon, voilà, là encore, faut lire les bouquins pour ça. L'aspect fantastique, t'en parles un tout petit peu dans le livre de base, dans le genre, vous pouvez y aller les cocos. Oui. Mais t'as envie de t'étendre dessus? Moi, je trouve que c'est pareil. C'est un des trucs, j'aime bien mettre des machins fantastiques. Et en gros, à part de dire, si vous avez envie, il y en a, mais il n'y en a pas à tous les coins de rue. C'est ça, je peux pas dire mieux que ça. Hein. Y en a suffisamment pour que y ait des enquêtes sérieuses qui sont faites et qui arrivent à la conclusion que il y a peut-être bien un truc, mais on n'est pas sûr de quoi. Il y a quand même des chaînes de télé qui sont spécialisées dans ce genre de bêtises. Hein. Et effectivement, c'est peut-être lié aux arcanes aussi. Ok. Mais effectivement, c'est des éléments sur lesquels je vais essayer de ne pas trop appuyer, personnellement, parce que je sais que c'est... là encore, on rentre pas dans mes fantasmes d'adolescent, mais pas loin. Et j'ai un petit peu peur que si j'appuie trop, ça pète la cohérence du truc. Qu'il y ait des choses dans la marge, c'est normal. Mais on va pas aller beaucoup plus loin, parce que dans notre univers aussi, il y a des trucs un peu à la marge. Hein. Faut quand même, faut pas se leurrer. Donc, MJ, si tu veux t'en emparer pour faire tout ce que tu veux, je t'en prie. Voilà. Cadeau. Hop, débrouille-toi. Hop là. Voilà. Est-ce qu'on est sur de la conscience collective? Est-ce qu'on est sur il y a des grands Cthulhu? Démerdez-vous.
Mhm. Voilà. Moi, mon option, je pense que, enfin bon, je me tais, voilà, je suis pas là pour faire mes suppositions. Je suis en train de... 1 heure, c'est bon, on est arrivé à la moitié du plan. T'as vu, on avance, quoi. Ok, non, mais c'est bien, hein, je veux dire. C'est bien. Alors du coup, on va attaquer un petit peu les suppléments parce que tu as commencé à en parler. Donc il y a des suppléments qui sont en forme roman et du coup, de toute façon, c'est plus de Tigre Volant, c'est Erdorine. Et on a des suppléments qui sont Tigre Volant pour la nouvelle édition. On a des suppléments qui sont Tigre Volant pour l'édition d'avant. Mais du coup, déjà, ceux de l'édition d'avant, sont-ils encore compatibles? Alors, Euh, je peux pas te dire maintenant comme ça parce que la nouvelle édition, en fait, elle n'existe pas, hein. Faut pas se leurrer. Pour l'instant, c'est des plans. J'ai eu une discussion avec l'ami Antoine, Edomor de Deux Sans Face. On était hier à boire des bières et à faire des plans idiots et à ricaner bêtement. Et j'ai décidé de lui confier la rédaction des mécaniques de jeu, en tout cas de la réflexion sur les mécaniques de jeu. Il fait ça très bien. Alors, on a des idées idiotes, mais pour le moment, je peux pas dire. Le fait est, on va dire ça comme ça. Bon, déjà, il faut quand même peut-être poser Tigre Volant 3e édition. C'est un jeu qui est sorti en 2006, hein, il y a plus de 15 ans. Ma vision du jeu a énormément évolué. La vision de l'univers, on va dire qu'elle s'est affinée. Ce qui signifie que si tu prends les suppléments, toutes les parties contexte seront probablement à 95% encore d'actualité. Je vois très peu d'incompatibilité majeure. Après, toutes les parties, on va dire chiffrées, tout ce qui touche à la mécanique de jeu, là, par contre, c'est clair, ça risque de péter en vol. Mais je vois pas, je vois rien pour le moment dans ce que j'ai décrit au niveau de l'univers de jeu qui ne soit pas foncièrement incompatible, qui soit pas foncièrement compatible avec ce qui va se faire par la suite. Les romans, ils s'inscrivent en fait un petit peu entre les deux. C'est des trucs que j'ai commencé. En fait, c'était des idées que j'avais avec Axel et un autre ami, Jess, à l'époque, il y a très très longtemps, c'était encore le XXe siècle, hein, c'est dire si c'est vieux. Euh, et on s'était lancé dans un projet de BD qui finalement n'a pas abouti du tout. Mais j'ai repris les scénarios que j'avais écrits en fait en grande partie. C'est un petit peu l'idée, c'est que je me chargeais d'écrire les scénarios et Axel, donc Psyché pour ceux qui la connaissent, se chargeait des dessins. Euh, mais ça, donc la partie BD a tombé à l'eau, mais j'ai repris en fait mes scénarios et j'en ai fait on va dire un roman, mais enfin, c'est pas. C'est pour l'instant, c'est plus. Ça serait un roman si c'était relu par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Pour le moment, je suis un petit peu dans mes délires où je me lance des trucs d'écriture. Alors, c'est marrant parce que je les ai relus encore récemment. Alors, je suis peut-être très bon public, et surtout avec moi-même, mais je trouve que ça tient encore raisonnablement bien la route au niveau écriture. Mais c'est des histoires qui vont un petit peu plus profond dans justement le passé mythique d'Erdorine, donc de ce qui s'est passé sur la Terre avant cet exil. Ça va aussi un petit peu plus loin au niveau cul, mais bon, ça c'est une autre histoire. On va voir des trucs assez amusants à propos des mœurs parisiennes, notamment. Donc, dans l'univers de Tigre Volant, pour ceux qui ne connaissent pas, Paris, c'est la capitale mondiale du satanisme et du BDSM. Oui, il y a un rapport. Et donc, pour en revenir à ces romans, bah, c'est des trucs que j'ai un petit peu écrits, qui m'ont permis aussi d'affiner des idées qui se nourrissent de l'univers, mais qui en même temps le nourrissent en retour. Donc, il y a une sorte de feedback. Et puis, il y a une autre série de romans qui s'appelle Progression, qui est là, par contre, là, j'ai écrit une fanfic de mon propre univers. Donc là, ça a un petit peu rien à voir. Mais voilà, ça m'a permis aussi d'affiner deux, trois trucs assez intéressants, notamment sur la notion de qu'est-ce qui se passe quand on a une planète comme la Terre à notre époque et des nations extraterrestres qui aimeraient bien, parce qu'ils en viennent, faire en sorte qu'elles ne s'auto-détruisent pas avant qu'ils aient eu le temps de faire quelque chose, quoi. Du coup, sur les suppléments de la 3e édition, on a une campagne et on a un scénario avec l'écran. Alors, chronologiquement parlant, le premier qui est sorti, c'est l'écran avec son livret scénario, qui est une mini-campagne qui se déroule à Copacabana. Et il y a, chose que tu n'as peut-être pas, il y a 3 suppléments courts qui sont parus sous le titre La bibliothèque tachyonique,
qui sont des suppléments de 32 pages. Il y en a un qui est sur Copacabana de nouveau, voilà, ça c'est l'écran. Un deuxième qui est sur la Dame de Fer, qui s'appelle Maudit par la Dame de Fer, et un troisième qui est sur un vaisseau qui est une sorte de, enfin, qui est un ancien croiseur de guerre qui a été reconverti en casino volant et autour duquel un certain nombre d'intrigues diverses tournent, qui s'appelle l'Ergartis. Et enfin, effectivement, il y a une campagne qui est officieusement appelée campagne Lupanar. Son titre, c'est le secret du domaine des trois sources. Voilà, je suis obligé de cacher à l'écran mon YouTube gueule. C'est ta faute, faut pas monétiser, c'est nul. C'est mon gagne-pain, je gagne pas beaucoup. Mais oui, voilà. Hop. Donc, voilà. Et donc, voilà, le secret du domaine des trois sources, c'est un petit peu, en fait, j'étais parti sur une blague, c'était un petit peu oui, alors déjà, ce scénario, en fait, j'avais un autre projet de campagne qui partait, là encore, sur les secrets millénaires d'Erdorine avant l'exil, etc., que j'avais quasiment complètement écrite et que j'ai fini par abandonner pour une raison très bête, c'est que c'était un truc qui ne fonctionnait que si on avait des personnages archéologues. Et on m'a fait remarquer, j'ai fini par admettre, quand on me tape suffisamment dessus, je finis par comprendre des choses, que ça serait peut-être bien d'avoir un truc qui est plus ouvert pour avoir des personnages un peu plus variés. Et donc, j'ai lancé ça sur comme un poisson d'avril, en me rappelant en fait des scénarios types auxquels on jouait à l'appel de Cthulhu dans les années 80, où c'était grosso modo un peu tout calqué sur l'idée de vous héritez d'un oncle que vous n'avez jamais connu, un manoir dans les Adirondacks dans lequel il y a un profond dans le puits, un shotgun dans le placard et des livres maudits dans la bibliothèque. Un petit peu genre Et là, le truc, c'est voilà, les personnages héritent de quelqu'un qu'ils ont vaguement connu, mais pas si bien que ça, des parts de propriété dans une auberge qui se trouve sur une station spatiale très loin. Et en fait, quand ils arrivent, ils s'aperçoivent que l'auberge est un petit peu aussi un lupanar quand même sur les bords, un bordel, avec de charmants hôtes et hôtesses qui proposent leur service à la personne, pour rester dans l'euphémisme le plus complet. Et bon, et derrière, il y a quand même un truc un peu plus sérieux. Il y a quand même une matière pour faire une campagne. Voilà, ça c'était un petit peu l'idée. Alors il y a d'autres suppléments qui sont sortis sur le site tigrevolant.org, tigre-volant.org. Tu embrayes sur le point d'après. Il y a plein de ressources web. Parle-nous donc des ressources web. Alors, les ressources web. Sur le site web, il y a quand même un certain nombre de choses. Il y a pas mal de choses qui viennent en fait du livre de base. On peut retrouver les feuilles de personnages en PDF. On peut retrouver donc cette carte de la sphère en PDF. Avec en plus, elle est légèrement interactive, c'est-à-dire qu'on peut activer et désactiver les différentes nations stellaires. Donc, si on veut voir seulement où se trouvent les nations Eldarides, on clique sur un bouton et puis on voit on enlève les autres. Des trucs que tu pouvais faire avec les PDF, tu fais des différents niveaux et voilà, c'est des différents layers, des différentes couches. Et tu peux les activer et les désactiver. J'avais également fait des petits flyers qui expliquaient très rapidement à quoi ressemblait l'univers avec un glossaire et un truc comme ça. Bon. Moins anecdotique, il y a 2 assez gros suppléments qui ont été faits par la communauté. L'un par, de nouveau, Matthias Wissmann, qui a fait un truc qui s'appelle Ringstadt. C'était son décor de campagne pendant très longtemps dans les parties de Tigre Volant que lui faisait jouer. Et c'est en fait la ville de Berlin qui a été détruite pendant la Troisième Guerre mondiale et qui a été reconstruite en fait autour d'un Berliner See, d'un lac de Berlin qui s'est formé à l'endroit. Et c'est une ville circulaire, d'où son nom, Ringstadt, ville en anneau. Ville nouvelle qui cache pas mal de secrets et qui est un des centres majeurs en Europe, dans l'Europe de la Fédération de Tigre Volant. Pas en Fédération des Hautes-Terres du tout. Et le deuxième supplément, alors je ne me souviens plus du nom de son auteur, mais le supplément s'appelle... bref, c'est un planète opéra, c'est une planète qui est connue pour avoir des très très forts vents et où vit une communauté d'amateurs de sport extrême.
Donc il a fait un descriptif avec toute une mini-campagne qui tourne autour de ça. Je crois que ça s'appelle Autant en emporte les vents. Maintenant, par contre, je me souviens toujours plus du nom de l'auteur. Je suis un petit peu une quiche de ce point de vue-là, mais voilà, donc il se reconnaîtra. Il a eu la gentillesse de fournir ce décor de campagne à la communauté gratuitement. J'en ai fait la mise en page et voilà. Et puis, l'autre chose qui peut être assez intéressante, c'est Tigre Volant Light. C'était un petit peu un défi de ma part. Je me suis dit, OK, là j'ai fait un bouquin de 320 pages avec 1,5 million de signes. Et si je pouvais le faire plus petit? Et en fait, j'ai viré 90%. Je suis arrivé à un résultat de 32 pages, enfin peut-être un petit peu plus, parce qu'il y a un scénario derrière qui est un scénario original, mais on arrive à un truc qui fait une quarantaine de pages et qui est une version abrégée de Tigre Volant. Y compris des règles très simplifiées. Ces règles, j'en parle parce que ça a servi de base à la réflexion que j'ai commencé à faire pour une refonte du système de Tigre Volant / Erdorin. Ça va probablement pas survivre les différentes histoires que j'ai avec Antoine, mais c'était un petit peu le truc de base sur lequel je voulais partir, avoir un système assez simplifié, avoir un système qui repose plus sur des éléments narratifs. Et en fait, ça tournait raisonnablement bien. Donc voilà, Tigre Volant Light existe. Si vous n'avez pas envie de vous taper le livre de base. Et je signale quand même pour finir que en fait, sur le site de Tigre Volant, il y a toute la gamme de Tigre Volant. Parce que, en fait, cette gamme, maintenant, en tant que Tigre Volant 3, c'est terminé. On ne publiera plus rien, en tout cas officiellement, pour Tigre Volant 3e édition. Et j'ai décidé de libérer, en fait, au fur et à mesure, tous les éléments qui ont été publiés en licence Creative Commons. Alors, ça inclut le texte, puisque le texte est ma propriété, à part pour l'Ergartis, qui a été écrit par des Belges, mais qui ont accepté, eux, de jouer le jeu aussi, de le libérer. Donc, et certains illustrateurs ont également accepté de libérer leurs illustrations sous licence Creative Commons, mais pour les autres, ben voilà, c'est des versions qui sont refaites avec une mise en page très simplifiée, avec beaucoup moins d'illustrations, mais le texte intégral du livre de base, du livret de l'écran et des 3 suppléments courts plus de la campagne sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site de Tigre Volant. Ah bah c'est peut-être bien de le dire lourdement, ça, quand même, parce que... Voilà. Bon, bah c'est... Hop, allez chercher. Voilà. Voilà. Il y a Il y a aussi, pour ceux qui veulent faire de l'archéologie, j'ai également une version de Tigre Volant 2e édition, remise en page, qui s'appelle TV 2.1, 2.11. Et donc aussi sous licence Creative Commons. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblait le jeu en 1994, eh ben voilà, un truc que j'avais fait juste avant de commencer à travailler sur Tigre Volant 3 en 2000. Oui, ça c'est plus pour les historiens du jeu de rôle. Exactement. Ok. Bah du coup, tiens, putain, heureusement que je l'ai bien noté. Après le web, faire ma pub. Moi aussi, j'ai sorti un super truc. Allez-y, viens voir. Non, mais voilà, je ferai un vrai retour dessus quand j'aurai plus de retours. Mais je suis quand même super content parce que j'ai eu plein de retours. Enfin, les quelques retours que j'ai eus sont super enthousiastes et positifs. Donc voilà, je suis Oui, content. mais qu'est-ce que c'est? Ah ouais, c'est Mort à Xenia, un super module. Ouais, d'ailleurs, ça, j'en parle même pas. Il y a 1, 2, 3. Le prince d'un coin s'est fait kidnapper par la méchante nécromane locale. Et vos aventuriers, et vos aventurières, en fait, parce que les pères tirés sont toutes que féminines, vont aller botter les fesses à la manucure de Xenia dans son sale repère pour aller libérer le prince. Mais en fait, il y a un côté très pastiche parce que il y a plein de monstres, mais l'interaction sociale est tout à fait possible. Genre même les zombies parlent dedans, donc voilà. Puis après, il y a des bêtises. Après, il y a des trucs aussi où je suis content, mais qui sont jamais pensés. Par exemple, quand tu es un nécromant et que tu habites dans un repère, tu as une salle de bain, puis tu as des toilettes. Tu as l'impression que les gens, ils ont pas de cuisine, ils ont pas de... Donc là, c'est à la fois un donjon, mais c'est à la fois une maison. Il y a une cuisine, il y a une salle de bain, il y a des toilettes. Enfin voilà, c'est pensé comme si c'était pour de vrai, mais en satirique. Et ça m'a fait plaisir. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça ressemblait beaucoup en fait à des Enchanted. Voilà, donc je dis ouais, ça va, tranquille, le compliment, tranquille, je prends, j'accueille, aux joie. Et puis oui, c'est pour bien déconner. Et je me suis quand même cassé le cul à ce que, parce que je sais que c'est du DD5 et que tout le monde n'aime pas DD5,
Tout a été retravaillé pour que ce soit jouable, rien qu'avec le petit truc gratos à télécharger chez TSR. C'est-à-dire, tous les monstres ont été retravaillés et game designés. Tous les objets ont été refondus de manière à ce que tu n'es pas du tout obligé d'acheter le triptyque de base pour y jouer. Voilà. Enfin, c'est con, mais ça, c'était important. J'avais pas envie de faire un truc pour t'obliger d'acheter les 3 suppléments, enfin les 3 livres de base à 120 balles. Alors, en fait, tu peux y jouer avec la version DD5 Lite gratos sur Internet. Et puis voilà, j'ai fini de faire mon YouTuber qui fait sa promo. Hop, merci Alias. Et du coup, je vais fermer ma gueule et je vais te laisser le mot de la fin. Hop. Le mot de la fin, ça sera ornithorynque. J'ai pas pris le t-shirt, mais j'ai un t-shirt avec un ornithorynque et la légende, c'est rentre chez toi à l'évolution, t'es bourré.